Elle est chercheuse scientifique à l'École polytechnique fédérale de Lausanne et fondatrice de The Wolf Environmental Architecture Thinking. Merci d'accueillir sur scène Catherine De Wolf. Bonjour, je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui et j'ai envie de partager avec vous une expérience que j'ai eu la chance de vivre au Venezuela. Alors c'était en 2017, c'était en pleine crise et une amie, Ana Vargas, m'avait invitée à travailler dans son ONG qui s'appelle Trazando Espacios Públicos. Cette ONG est spécialisée pour transformer les espaces publics avec les citoyens qui les utilisent. Et en l'occurrence, on travaillait sur une école et on construisait le parc d'une école avec les enfants pour les enfants. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui, dans cette photo qui est derrière moi, reconnaissent des boîtes de conserve de sauce tomate? Vous les avez reconnues? Là en haut? Effectivement. Donc, on a construit une pergola avec les enfants, avec ces boîtes de sauce tomate vides qui nous ont été données par une pizzeria qui allait autrement les jeter. Donc c'est vraiment une idée de revalorisation des déchets. Et ici, c'était vraiment par nécessité, parce qu'en fait, à l'époque, il y avait l'hyperinflation, c'était une région très pauvre, on n'avait pas les moyens d'importer ou d'acheter des matériaux. Et donc, on a utilisé des déchets pour construire ce parc. Alors vous allez me dire... c'est une région très pauvre, on ne ferait pas ça chez nous, c'est un petit projet, on ne ferait pas ça dans des grands projets. Est-ce que vous pensez qu'on peut importer ce mode de pensée ici, chez nous, en Europe? Alors c'est ce qu'a fait le Conseil européen dans son nouveau bâtiment à Bruxelles. Vous voyez derrière moi un bâtiment où ils ont été récupérés des châssis de fenêtres de tous les États membres de l'Union européenne pour créer cette façade de manière symbolique. Le réemploi est donc possible aussi aujourd'hui chez nous, en Europe. Alors, quel est, à votre avis, le secteur le plus polluant? Eh bien, c'est celui dont je parle, c'est le secteur de la construction. Et je fais partie d'une génération qui est consciente des problèmes environnementaux aujourd'hui, et j'ai donc voulu être ingénieur architecte, et j'ai fait un doctorat sur l'impact environnemental des bâtiments. Et selon le CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment, 56% des émissions de gaz à effet de serre, donc responsables du réchauffement climatique, du bâtiment proviennent du matériau, quand on regarde tout le cycle de vie. Donc si on va regarder comment on utilise les matériaux dans le bâtiment, on peut réduire l'impact environnemental des bâtiments. Alors voici deux dômes qui, au moment de leur construction, étaient les dômes en béton les plus larges de la Terre. On voit le Panthéon à Rome, construit il y a 2 millénaires à gauche, et le Kingdom à Seattle, construit dans les années 70, à droite. Voici ce qui s'est passé seulement 26 ans après la construction de ce Kingdom. C'est un réel problème de gaspillage. Est-ce que ça n'aurait été pas mieux de déconstruire pour qu'on puisse réutiliser ce matériau, plutôt que de produire autant de déchets? Ici, vous voyez deux stades que vous avez peut-être reconnus. Le stade olympique de Pékin, à gauche, et celui de Londres à droite. Alors, un de ces deux stades a émis beaucoup plus de carbone que l'autre pour sa construction. Lequel, à votre avis? Effectivement, c'est celui de Pékin. Alors, pourquoi? Les Jeux olympiques de Pékin étaient en 2008, ceux de Londres en 2012. Pendant ces 4 années, il y a eu un changement de la conscientisation de l'impact de la construction. Donc, à Londres, l'équipe a vraiment mis comme but de construire un stade soutenable. Ils ont donc par exemple réutilisé des tuyaux d'un pipeline, d'un chantier adjacent. Ils ont construit le stade de façon à ce qu'on puisse démonter une partie après les Jeux, pour qu'on puisse construire un stade qui soit plus à l'échelle de la ville. Alors voici comment fonctionne l'industrie de la construction aujourd'hui. On extrait des matériaux, on produit les composants de nos bâtiments en polluant, en émettant des gaz à effet de serre. On utilise nos matériaux dans les bâtiments, et puis quand le bâtiment devient obsolète ou qu'on veut changer, on les jette. Alors c'est ce qu'on appelle l'économie linéaire. On extrait, on produit, on utilise, on jette. Mais aujourd'hui, on ne peut plus se permettre ça. On ne peut plus se permettre d'épuiser nos ressources, de polluer, de démolir, de créer des montagnes de déchets. On a besoin d'un changement de paradigme. On a besoin de passer à une économie circulaire.
Une économie circulaire, ça veut dire qu'on va extraire beaucoup moins de ressources. On va extraire que des ressources renouvelables. On va utiliser nos bâtiments le plus longtemps possible. On va faire ça, par exemple, en réparant. Si on ne peut plus utiliser les bâtiments qui doivent être démolis pour une raison X ou Y, on va essayer de faire du réemploi des matériaux. Et si le réemploi n'est plus possible, on va essayer de faire du recyclage de ces matériaux. Alors je voudrais porter votre attention sur la différence entre le réemploi et le recyclage. Le réemploi, c'est quand on utilise un matériau et qu'on va lui donner un nouvel usage. Donc il n'y a pas de processus qui coûte beaucoup d'énergie entre les deux. Tandis que le recyclage, on va revenir à la matière première. Et puis on va en refaire un autre matériau. Donc le réemploi, c'est par exemple, on va réutiliser une poutre en acier dans un autre bâtiment. Le recyclage, on va le refondre et puis refaire autre chose avec. Donc ça coûte beaucoup plus d'énergie pour fondre et pour reproduire. Donc on va privilégier le réemploi dans une économie circulaire, mais bien sûr le recyclage, ça reste une meilleure alternative que la déchetterie. Alors l'économie circulaire va donc réduire l'impact environnemental des bâtiments, mais ça va créer tout un cercle vertueux en plus de ça. On va changer notre façon de voir le monde. On va changer notre façon de voir les déchets, par exemple. Alors en France, 70% des déchets viennent du secteur du BTP, bâtiments et travaux publics. Donc vous imaginez, une économie circulaire, ça crée une architecture sans déchets. Ça a une réponse à ce défi. On va changer notre manière de voir des ressources. Aujourd'hui, on extrait par exemple beaucoup de sable pour fabriquer le béton, tellement qu'il y a une mafia du sable qui s'est créée, qui crée beaucoup de conflits. Avec une économie circulaire, on n'a plus besoin d'utiliser la terre comme mine. On utilise le bâti existant, les villes. Tous les bâtiments deviennent des dépôts de matériaux. Et c'est possible aujourd'hui grâce à des nouvelles technologies. Par exemple, ici, Madaster crée une plateforme en ligne qui a ce qu'on appelle des passeports de matériaux. Donc ça veut dire que c'est un document qui va donner toutes les données des matériaux qu'il y a dans votre bâtiment. Donc vous voyez ici tous les matériaux dans chaque couche du bâtiment est indiqué. C'est possible grâce aux nouvelles technologies comme le BIM, le bâti immobilier modélisé ou Building Information Modeling, qui donne en fait des jumeaux digitales de vos bâtiments, des modèles 3D où on peut attacher plein d'informations comme sur les matériaux. On peut donc savoir à tout moment quel matériau il y a dans votre bâtiment et quand on le démolit, on sait revendre les matériaux. Est-ce que ce n'est pas génial de, comme ça, donner une valeur aux matériaux? Alors, l'économie circulaire crée aussi des emplois qui sont non délocalisables. Ici, vous voyez une image de Rotor, qui est une entreprise de réemploi en Belgique, et vous voyez un déconstructeur qui va déconstruire les matériaux sans les démolir. Ils ont aussi des chasseurs de matériaux, par exemple, qui vont aller trouver des chantiers de démolition, stocker les matériaux, les réemployer dans d'autres bâtiments. Donc l'économie circulaire donne non seulement de la valeur aux matériaux, mais aussi au corps de métier. Donc ça crée énormément de richesses et d'emplois. L'économie circulaire est aussi un catalyseur de créativité. Vous voyez derrière moi un bâtiment qui a été construit ici à Paris, peut-être que vous reconnaissez la mairie. Ça a été construit par Encore Heureux et ils ont réutilisé des portes pour faire des façades, par exemple. L'économie circulaire va aussi complètement changer la façon dont on voit l'industrie de la construction aujourd'hui. Aujourd'hui, les bâtiments ne sont pas adaptés à nos modes de vie. On change beaucoup, par exemple, de structure familiale avec des familles recomposées ou de mode de travail, par exemple, avec le coworking. Et nos bâtiments ne sont pas adaptés, ils sont devenus obsolètes assez rapidement. Donc si on rendait nos bâtiments plus flexibles, c'est ce que fait par exemple le Circular Building de Arup, une entreprise dans laquelle j'ai travaillé. Et ils ont en fait emprunté tous les matériaux aux producteurs et puis ils ont rendu les matériaux à la fin de vie. Donc vous voyez par exemple ces poutres en acier ont été rendues aux producteurs de l'acier à la fin de vie de ce bâtiment. Ils ont fait ça aussi avec le People's Pavilion aux Pays-Bas, où vous voyez par exemple la façade, c'est du plastique recyclé, ils ont rendu la structure, ce sont des poutres en bois, ils ont rendu tout ça. Donc ils ont produit 0 matériau pour ce pavillon et ils ont créé 0 déchet. L'économie circulaire donne aussi une valeur intrinsèque, une valeur historique aux matériaux, aux structures, aux bâtiments. Derrière moi, il se trouve une photo de la Maison du Peuple à Bruxelles, ma ville natale. Et cette maison a été démolie en 1965. Alors, à votre avis, est-ce qu'on a pu faire quelque chose avec cette belle structure? Eh bien, ils ont trouvé cette structure tellement belle qu'ils ont voulu la stocker pendant 35 ans avant de trouver un nouvel usage.
que vous voyez derrière moi, c'est le Café Horta à Anvers. Voici un bâtiment de In situ, un bureau avec lequel on a travaillé à l'EPFL pour calculer l'impact environnemental de leur bâtiment. Et ça montre aussi qu'on change de façon de travailler avec les clients. On change parce que, en fait, on ne savait pas à l'avance à quoi va ressembler la façade. Et finalement, c'est le quatrième matériau qu'on a trouvé, qu'ils ont trouvé. Et donc, on change aussi complètement la façon dont on va trouver les matériaux. Ici, vous voyez le projet dont je parle, qui se trouve en haut à droite sur la carte de la Suisse. Et vous voyez partout où ils ont trouvé les matériaux qu'ils ont réutilisés. Donc, ils ont un chantier de construction et ils vont chercher tout autour les chantiers de démolition où ils peuvent récupérer des matériaux. Si on faisait la même carte pour n'importe quel bâtiment conventionnel aujourd'hui, on aurait sans doute la carte du monde. Donc là, c'est des matériaux aussi très locaux. Alors, on peut faire le contraire aussi. On peut partir d'un chantier de démolition et voir quel chantier de construction on trouve autour pour revaloriser ces matériaux. C'est ce qu'on a fait à l'EPFL avec... Oups. Je vais faire... Alors, je ne sais pas si je peux demander à la régie de faire passer la vidéo qu'il y a sur ce slide. Je n'arrive pas à faire cliquer la vidéo. En tout cas, c'est un dépôt de tram. Merci. Qui a été construit en 1906, donc plus d'un siècle. Et avec les étudiants de l'EPFL, on a eu l'autorisation d'essayer de démonter ce dépôt de tram. Donc on voit ici qu'on essaye d'enlever les pavés, on essaye d'enlever les briques, les éléments, et même la structure. On a été voir comment on pouvait enlever les rivets pour qu'on puisse démonter cette structure et la remonter ailleurs. Donc c'est vraiment un changement de paradigme, un changement de façon de concevoir l'architecture. On fait avec ce qu'on a, avec ce que le passé nous a laissé. Et c'est aussi ce que des chercheurs à l'EPFL ont voulu faire, notamment Joseph Deruel, Jan Bruting et le professeur Corentin Fivet. Ils se sont demandé ce qu'ils pouvaient faire avec ces pylônes. Cette ligne électrique allait être démontée. Ils allaient construire une ligne haute tension, et donc les pylônes étaient plus adaptés. Alors, à ce moment-là, il y avait aussi un concours pour la toiture de la gare de Lausanne, et ils se sont demandé, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ces pylônes pour construire cette toiture de gare de Lausanne? Et voici le résultat. Donc vous voyez la magnifique toiture de la gare de Lausanne qui a été construite en démontant les barres du pylône. Vous voyez, la structure primaire utilise les barres, en noir et en bleu, que vous voyez, et puis la structure secondaire utilise des treillis entiers qu'on n'a même pas besoin de démonter, ce que vous voyez en orange. Alors c'est un très bon cas d'étude parce que les pylônes étaient boulonnés, donc c'est très facile à démonter. Et donc l'architecture circulaire se réfléchit dans sa globalité jusqu'à l'échelle du détail. Qui n'a jamais joué au Lego quand ils étaient petits? Moi, j'adorais construire, déconstruire, reconstruire à l'infini avec ces Legos. Et c'est ça qu'on devrait faire aussi dans le bâtiment. Et c'est pas nouveau, on réinvente pas la roue. Ça existe depuis des siècles, par exemple avec la menuiserie japonaise et chinoise. Et ici, vous voyez un architecte japonais très connu qui s'appelle Shigeru Ban, qui a construit ce bâtiment en Suisse et qui s'inspire en fait de cette menuiserie japonaise, mais qui utilise des nouvelles technologies, comme les machines CNC qui coupent le bois avec précision pour finalement reconnecter les bâtiments, pour qu'on puisse déconstruire aussi, remplacer si on a besoin. Et c'est ce que fait le SXL, mon laboratoire, le laboratoire d'exploration structurelle à l'EPFL. Ils ont voulu utiliser les nouvelles technologies pour, quand on doit construire un bâtiment nouveau, est-ce qu'on peut réfléchir à la connexion pour qu'on puisse déconstruire? Donc avant, on a vu des projets comme le dépôt de tram, les pylônes, où on fait avec ce qu'on a, avec ce que le passé nous a laissé. Mais on peut aussi réfléchir, quand on construit quelque chose de neuf, est-ce qu'on peut le déconstruire à la fin de vie? Et c'est ce qu'on a fait avec les pavillons, ici, que je vous montre dans cette vidéo. On a voulu construire 3 structures complètement différentes avec le même stock de barres. Pour ça, il a fallu concevoir une connexion qui était universelle à ces 3 structures. Et on a utilisé la fabrication robotique, l'impression 3D pour construire cette connexion. Donc on utilise vraiment les technologies d'aujourd'hui pour rendre possible la déconstruction d'un bâtiment. Et là, vous voyez l'équipe du SXL qui démonte, remonte, démonte, re-remonte différentes structures avec ces mêmes stocks de barres. Voilà le résultat. Alors, je vous ai
montrer des exemples dans le monde, en Suisse en particulier, mais aussi ici en France, l'économie circulaire, c'est déjà très très présent dans le bâtiment. Il y a énormément de collectifs, d'associations, d'entreprises, de bureaux d'architecture, de plateformes qui font du réemploi. Je vous en montre quelques-uns, mais il y en a encore beaucoup plus. Donc en fait, en sortant d'ici, vous n'avez plus qu'un appel à passer, plus qu'une appli à télécharger pour trouver l'acteur du réemploi près de chez vous. Vous avez l'embarras du choix. Alors pour finir, je voudrais vous parler d'un projet qui me tient très à cœur. C'est le centre Georges Pompidou, ici à Paris, que vous connaissez tous, fait par Renzo Piano et Richard Rogers. Et en ce moment, je travaille pour un bureau qui s'appelle Elliott, et qui est un atelier d'ingénierie d'une équipe multidisciplinaire, des architectes, des ingénieurs, des designers, des data scientists. Et ils ont, avec 169 architectures, été lauréats d'un accélérateur de projets architecturaux et urbains innovants, qui s'appelait FAIR. Et ils ont publié ce livre qui s'appelle Faire et refaire du verre. Et l'intérêt de ce projet, c'était qu'ils voulaient réutiliser les verres cintrés de la chenille du centre Pompidou. Donc vous voyez, c'est les coursives et les escaliers mécaniques. Et en ce moment, si vous êtes passé devant le centre Pompidou, vous avez remarqué qu'il est en rénovation. Ils sont en train de démonter ces verres. Et si on ne trouve pas d'utilité pour ces verres dans un nouveau projet, en fait, ces verres vont être cassés. Et c'est tellement dommage, ils sont tellement iconiques, emblématiques. Il y a tellement d'efforts qui a été fait pour faire des verres courbes comme ceux-là. Et donc, je voudrais en profiter aujourd'hui pour faire un appel à projet, un appel à investisseurs. Imaginez votre projet avec ces verres cintrés du centre Georges Pompidou. Imaginez votre projet qui incarne toutes ces valeurs de l'économie circulaire, toutes ces valeurs positives. Moins de pollution, moins d'épuisement de ressources, moins de déchets, plus d'emplois, plus de créativité, plus de flexibilité, plus de travailler ensemble, plus d'exploration de nouvelles technologies, plus de valeurs historiques emblématiques dans votre projet. Imaginez par exemple une serre urbaine ou une façade de verres courbes. Alors si vous êtes intéressé pour réutiliser ces verres courbes dans votre projet, n'hésitez pas à venir me voir après cette Madi Keynote ou me contacter par Internet. Je suis à votre disposition. Merci beaucoup.